de l'African Science Communication Agency, ASCA, une agence en communication scientifique dont la mission consiste à la valorisation des évidences scientifiques en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations en Afrique. Il est vice-président de Wikimedia Côte d'Ivoire. Il est enseignant en journalisme web et communication digitale à l'UCAO et à l'ISTC Polytechnique. Il a un background qui est tellement impressionnant que vraiment, si je veux tout détailler comme d'habitude, on ne pourra pas s'en sortir. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir, on va être solennel maintenant, je vous prie d'accueillir avec des applaudissements nourris Monsieur Emmanuel Dabo. Emmanuel Dabo. Emmanuel Dabo, voilà. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Il est jeune, mais il est vieux par ses connaissances. Voilà, jeune par l'âge, mais vieux par la somme de ses connaissances. Emmanuel, bienvenue. Le micro-ci est le vôtre. Je vais me mettre dans mon coin discrètement. Le public est à vous. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'introduction. Je vais juste... Et puis, désolé d'avoir fait entorse au programme. On va directement entrer dans le vif du sujet. C'est un peu gênant de parler de soi. Peut-être que dans les échanges, on approfondira certains aspects. Le thème qui a été proposé, il semble assez lourd, mais bon, c'est rien de compliqué. Art, sciences et digital, quelle combinaison pour plus de visibilité et d'influence. Alors, ça sera vraiment quelque chose d'assez interactif. Par moment, je vais envoyer la balle vers vous pour aussi avoir des retours d'expérience, pour qu'on puisse aussi créer un cadre de... Voilà. Parce que je crois que la connaissance, elle est assez partagée. C'est la mutualisation qui nous enrichit. Je suis au milieu d'opérateurs culturels, d'artistes, etc. Et personnellement, sans vous cacher, je ne connais pas grand-chose dans ce domaine. Je fais la communication scientifique, c'est-à-dire comment rendre accessibles les résultats de recherche au grand public. Et là, je me rends compte que, comme c'est démontré dans certaines théories de la communication, le rôle des leaders d'opinion est très important. Et dans notre contexte africain, on ne peut pas ignorer le rôle des artistes. Je me souviens qu'une année, avec un groupe de chercheurs, on a fait une étude sur certains facteurs ou impacts de la cherté de la vie. Et vers la fin, on a appelé un dessinateur pour pouvoir traduire en langage assez simple tout le gros, voilà, ce que vous pouvez imaginer, tout le gros discours, voilà, qui avait été fait auparavant. Et donc, tout ça, je fais, t'inquiète. Tout ça, ça montre qu'il y a un travail de collaboration, quelle que soit notre profession, quelle que soit notre culture, etc. Il y a un travail de collaboration. On ne peut pas travailler en silo. Donc, on ne va pas dire les artistes sont ici, les scientifiques sont ici,
les mélomanes, c'est comme ça que vous dites non, sont là-bas, etc. On va tirer notre inspiration forcément de quelque chose. Que ce soit même le chercheur qui part en communauté. Je me souviens, il m'est arrivé d'aller en communauté pour faire des sensibilisations, par exemple sur la protection de la forêt, des choses comme ça. Mais quand j'arrive, je dis à mes collègues, hey, ce n'est pas le bac plus 2 que vous avez eu à l'école d'agriculture et de foresterie là, qui va parler aux doyens qui sont ici. Là. Depuis des générations et des générations, ils vivent dans ce milieu-là, ils côtoient cette forêt-là. Il faudrait qu'on puisse bâtir des liens de confiance pour les écouter, comprendre ce qui les emmène à défricher dans la forêt pour pouvoir trouver le bon message. Mais venir raconter tout ce que vous avez appris à l'école, là, comme vous, si vous êtes des super experts et consorts, ça ne servira à rien. Et pour la petite histoire, il y a un qui a essayé de parler, tout ça, et il y a un vieux qui lui a demandé, mon fils, tu es déjà rentré dans la forêt là. C'est une forêt de plus de 60 000 hectares. Il fallait rattraper ça. Après, il y a un autre qui dit, mais c'est avec vos motos, ça, c'était des KTM, que vous allez rentrer dans la forêt. Là. J'ai dit, vous voyez donc. Quand on vient dans certains endroits là, les sons, voilà. En tout cas, rendons applicable la théorie. Parce qu'il ne faut pas rejeter la théorie, mais rendons-la applicable, contextualisons-la. Et donc, ça c'est très important, ce travail de collaboration-là. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous en ce matin. Ce n'est pas évident que des chercheurs soient disponibles. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui s'est présenté comme un psychologue. J'ai vu quelqu'un qui était assis là, qui s'est levé, qui travaille, je crois, sur des substances psychoactives. Les grands détails, il est sorti. Qui est à l'université, puis, je crois, au CHU. Ce n'est pas très évident de trouver des chercheurs disponibles qui vont parler de ce qu'ils font. Et on n'a pas toujours aussi le réflexe sous nos cieux d'aller vers où il y a la vérité scientifique. Et du coup, on a l'impression qu'il y a deux mondes qui sont opposés. Alors moi, mon travail, c'est vraiment de rapprocher les deux pour le bien de la société. Et donc, je suis heureux que... Bonne arrivée, M. Kaou. Je suis heureux de l'invitation de Jaboy. Je lui dis merci parce que ça me permet d'être aussi avec vous, de partager nos réalités et puis voir comment on peut faire route ensemble. Donc ça, c'était le petit mot introductif que je voulais partager. Il y a l'autre mot qui est digital. On a dit art, science et digital. Par digital, on ne va pas faire des définitions super. Voilà. Par digital, on va se rapporter à tout ce qui est de l'ordre du numérique, qu'on ne peut pas toucher, qui nous permet aussi de communiquer, etc. Mais spécialement, j'aimerais partager quelques spécificités liées à l'environnement numérique. Et puis, on va discuter ensemble de comment vous, à votre niveau en tant qu'artiste, cela impacte votre façon de travailler. C'est bon? Alors, avec Internet, on a un canal de diffusion multimédia et un espace de conversation. Vrai ou faux? Ok. Donc, ça nous permet de pouvoir transmettre un message qui a plusieurs formes, que ce soit audio, texte, vidéo. Et puis, on peut aussi interagir. Tout à l'heure, pendant que le MC m'introduisait, j'étais en train de lire une capture d'écran que quelqu'un a fait sur les réseaux sociaux. Paraît-il que Mas Gradel a eu à faire un discours pas très apprécié.
Et il y a un internaute qui a fait un droit de réponse assez long, au point où dans les commentaires, Mas Gardel est venu demander pardon. Donc c'est vraiment ça la partie espace de conversation. Si quelqu'un de par le passé, parce qu'il est propriétaire d'une radio, propriétaire d'une chaîne de télé, ça arrive sur son plateau, il commence à dire ce qu'il veut. Aujourd'hui, cela est plus ou moins difficile. On peut ne rien te dire à l'instant T et puis attendre que le stade soit bondé de monde pour commencer à te huer. Multisource. En ce sens qu'on peut avoir des informations qui proviennent de tout type de personnes. Que ce soit le journaliste super professionnel, que ce soit le citoyen qui est dans son quartier parce qu'il a eu à faire une photo, qu'il a partagée, ça commence à alerter, etc. L'information peut venir des médias, l'information peut venir des ONG. En tout cas, quand on arrive sur Internet, on devient obèse en termes d'information. Ça vient de partout. Et pour revenir au domaine artistique, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, un artiste peut venir dire « Mon inspiration est venue toute seule ». C'est possible? On a deux avis. Hein? On aura besoin du deuxième micro, s'il vous plaît. Ok. Donc, je prends l'avis pas possible. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'être inspiré sans Internet, c'est ça? Non, pas sans Internet. Est-ce que tu peux dire que ma production, là, c'est moi seul qui l'ai pensé de A à Z? Ah, ok. J'ai pas eu d'inspiration venue d'ailleurs. J'étais assis, c'est tombé là comme ça. Bon, pour ma part, je ne le pense pas parce qu'aujourd'hui, notre cerveau même capte tellement d'informations exogènes que souvent on a l'impression d'être créateur, d'être créatif. La preuve, moi-même je suis témoin de ça. Le projet Tien de Jonathan Morrison, je l'ai pensé il y a plus de 4 ans ou 5 ans de cela. Ce qui est un peu retardé, c'est qu'on ne m'a pas introduit à la personne ressource qui était Feu Ahmed Bakayoko. Mais j'en ai parlé à un ami, mais bizarrement qui avait aussi une vision pareille, et on allait dans le même sens. Et quand Jonathan Morrison est venu sur Abidjan, je pense qu'ils ont eu des échanges. Et c'est dans ces échanges-là que lui, il a été plus tactique ou plus prompt, et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Mais malgré cela, on remarque aussi que, étant celui qui se proclame créateur du Camp Tien Tien, il y a une autre personne aussi qui est quitté à Yopougon aussi, qui dit « Moi aussi, j'avais cette idée-là ». Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a tellement de paramètres exogènes qu'on ne peut pas dire que mon inspiration est venue de moi seul, par ma personne. Voilà. Moi, je voudrais juste dire, on peut faire un songe à travers un rêve et puis avoir l'inspiration. Donc, ma réponse, en fait, la réponse en même temps est en même temps une question. Est-ce que vous voyez? Est-ce que dans ce cas-là, on va dire qu'on a fait la créativité de soi-même, seul? C'est ça. Parce que c'est... Il y a un psychologue derrière nous. On va rentrer dans les aspects. Oui, bon, ok. J'ai compris. Lié à l'interprétation des rêves. Merci bien. Au fait, dans le domaine de la créativité, on s'est rendu compte comme ça qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont des inspirations qu'on peut qualifier de mystérieuses. Cependant, on s'est rendu compte que, avant quand même que la personne ait cette création-là, la personne quand même s'attendait, c'est-à-dire, soit elle cherchait quelque chose qui était un peu dans le domaine, et puis après, l'illumination dans le thème lui parvient. Deuxièmement, pour répondre à la question, je veux dire, la génération spontanée, telle qu'on le dit, ça n'existe pas. On crée toujours à partir de quelque chose. Donc, partons sur cette base-là, c'est-à-dire on est tout le temps déterminé par quelque chose. Donc, je préfère prendre cette thèse-là plutôt que la première. Mais la première aussi, elle a aussi à considérer. Merci beaucoup. Je pense que les avis se rejoignent d'une certaine manière parce que même quand on a
une inspiration, quand on fouille bien, c'est peut-être, il y a forcément un lien qu'on a eu avec la chose. Peut-être que l'inspiration n'est pas venue au moment où on était vraiment dans la chose et que c'est venu longtemps après, mais c'est vraiment difficile de... Alors, donc, multisource, on peut prendre des éléments de plus... Avant, si vous voulez vous informer, vous n'avez que la RTI ou bien la radio. Mais aujourd'hui, vous avez une panoplie de médias via Internet qui nous permettent de pouvoir tirer l'information. Petite parenthèse, souvent il est reproché à des humoristes d'aller piquer les blagues sur Internet pour venir... Voilà. Multimédiateté. Alors, à partir d'Internet, vous avez le son, vous avez l'image, la vidéo, la photo, tout ça combiné. Donc même, j'ai parlé des humoristes tout à l'heure, l'humoriste qui va sur une scène, qui écrit, voilà, etc. Maintenant, même certains apprennent à bien rédiger des scénarios, maîtriser les plans, tout ça, parce que pour animer leur présence sur les réseaux sociaux, ils font désormais des vidéos. Vous allez voir qu'il y a certains, leurs vidéos sont vraiment très bien structurées, et puis d'autres, bon, l'ont fait assez rapidement avec le téléphone. Et donc, l'une des implications ici, je dévance, j'anticipe, c'est de se dire, mais je suis peut-être artiste chanteur. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas être capable d'écrire sans faute. Parce que souvent aussi, on voit de ces publications de certaines personnes, tu n'as même plus envie d'aller jusqu'au bout. Même si j'ai un talent, on va dire, oral, je dois mettre un peu d'écrit. Comme c'est multimédia, même si j'ai l'habitude de chanter à la radio et qu'on ne me voit pas, je dois faire l'effort de soigner mon image. Quelqu'un parlait de soigner l'image tout à l'heure. Pour qu'au moins dans les photos, des choses comme ça, je n'effraie pas, mais que vraiment je puisse développer un capital sympathie assez intéressant. Et même aussi, savoir parler devant une caméra. Tu es le lead vocal, tout le monde veut te poser des questions et puis c'est toi qui te retires, un autre vient parler. Vers la fin, toute la gloire revient à celui qui a répondu aux questions. Bon, peut-être que c'est un souci d'organisation interne aussi, on ne sait jamais. Immédiateté, instantanéité. À partir du moment où tu as cliqué comme ça, tac, c'est parti. Partagez le direct, partagez le direct. C'est à l'instant. Quelle implication vous voyez dans votre domaine d'activité? Le caractère immédiateté, instantanéité. Rapidité. Mais une rapidité qui ne va pas nous emmener à commettre des erreurs. Parce que souvent, on veut tellement être les premiers, bon, ça c'est avec mes amis journalistes, on veut tellement être les premiers à donner l'information qu'on fait fi même des règles éthiques. Quoi ça? Voilà, la course au scoop. Donc, rapidité, oui, mais une rapidité assez intelligente. Et puis, quoi d'autre? Oui, interaction, parce que les gens vont réagir, bien évidemment. Donc, si vous n'avez pas de quoi répondre, souvent je me dis, à quoi ça sert d'aller sur Internet si vous ne pouvez pas converser avec les gens? Autant aller à la télé. Même à la télé, même, on peut appeler aussi. Et puis, vous allez répondre aux questions des téléspectateurs. De même à la radio. Est-ce que vous voyez une autre implication dans votre secteur? Quelque chose me vient à l'esprit, vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Vous produisez peut-être, je sais pas, voilà,
Le cerveau travaille vite. Mais je veux dire, vous produisez quelque chose, peut-être un portrait, un dessin, bon, je ne maîtrise pas trop les thèmes, et vous faites plagier. Le premier qui met ça sur les réseaux, et vous qui avez conçu, à qui on attribuera la propriété? Pas d'un point de vue juridique, hein, mais d'un point de vue du citoyen. Mais au premier qui en a assuré la visibilité. Non, Le gars n'aura même pas besoin de chercher à convaincre. Au premier qui l'a fait voir, qui l'a montré au... Oui. Je prends un exemple. Hein. Dans les années 97, 98, avec le morceau de Magic System. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques, mais le truc. Bien longtemps, on avait donné la paternité à Fitini parce qu'on disait qu'il chantait cette chanson-là dans les funérailles, dans les trucs et tout. Mais quand ça a été repris par Asalfo, je pense qu'aujourd'hui, quelques années qui ont suivi, aujourd'hui, la paternité de cette chanson-là est à Asalfo. Mais pourtant, à la base, nous, on nous a fait comprendre que cette chanson était chantée par Fitini depuis longtemps. Voilà pourquoi... Mais vous à qui on a fait comprendre ça, vous êtes combien? Non, mais c'est... Au fait, je veux dire que dans le milieu, on le sait. Maintenant, en termes de paternité, droit d'auteur protégé et tout, ça appartient à Salfo même. Ouais. Voilà. Oui, c'est pourquoi j'ai dit je ne veux pas rentrer dans les aspects juridiques. Je ne rentre pas dans les aspects juridiques. Sinon, ce que vous avez dit, c'est vrai. Hein. Je ne vais pas citer d'artistes, mais même quand vous allez au village, les chants d'animation au village, etc., il y en a qui reprennent ça. Hein. Voilà. Donc, c'est des choses qui... C'est pourquoi je suis d'accord, c'est monsieur... Avec M. Bisonneau, quand il dit il faut réfléchir assez rapidement. Parce que quand tu es en train de penser la conception, il faut penser en même temps à tout ce que ça peut impliquer dans la chaîne. Protection, visibilité, publicité. Lui, il a parlé des 4P tout à l'heure. Il faut penser à tout ça. Il ne faut plus dire non, je conçois juste et c'est fini. Parce qu'à partir du moment où ça sera publié sur Internet, en tout cas, peut-être que tu pourras réussir à rattraper. Mais entre faire une bataille pour faire la promotion de ton œuvre et puis faire une bataille pour rattraper ce qui est déjà perdu, là, je pense qu'on doit concentrer nos efforts. Là. C'est assez connu. Donc, en un laps de temps, il faut penser vite. Et en même temps, comment est-ce qu'on protège nos éléments d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue même sécurité informatique? Tu es un artiste, c'est toi qui partages ton téléphone et ton ordinateur avec tout le monde. Et pourtant, tu as tes notes là-dessus, etc. On ne sait pas où ça peut arriver. Hein? On ne sait pas où ça peut arriver. Et après, il ne faudra pas te plaindre. Donc, l'aspect même sécurité informatique est aussi très important. Parce que quand ça va partir, ça sera encore une autre bataille, veut dire une autre perte de temps. Interactivité, je donne 2 exemples. Pendant la Covid, avec le confinement, on a vu certains artistes qui ont eu une certaine ingéniosité à faire des lives où ils amusaient un peu la galerie, ils interagissaient avec leur public. Ça a aidé à ne pas les oublier, à savoir qui sont toujours là. Et donc, avec Internet, on a cette capacité-là. Même si on n'est pas à mesure, même si on attend, il y a certains, c'est leur propre, hein, ils attendent 3 ans, 5 ans avant de faire sortir un nouvel album, ou même avant de faire sortir un single. C'est leur choix. Mais dans ce laps de temps-là, tu fais comment pour entretenir ton public, ta communauté, tes fans, etc. C'est pas, certainement, vous connaissez Guy Chris Israël. Souvent, les matins, il a
il anime sur sa chaîne YouTube, il interagit avec les gens. Et ça devient même un espace de publicité. Parce que plus les abonnés viennent, tu animes, puis bon, aujourd'hui on va parler de ci, on va parler de ça, mais à l'intérieur, vous allez voir qu'à un moment donné, il y aura des produits, il y aura des placements de produits. Donc ça vous fait une autre source de revenus. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre par rapport à l'interactivité? Beaucoup? Oui, on arrive à atteindre un âge public. Et puis souvent même, on peut demander à notre public ce qu'il pense de telles choses. Certains font des sortes de tests. Ils en voient un peu. Et puis sur la base des réactions, ils peaufinent le produit et puis ils le relancent. Voilà. Ils se servent aussi de leurs abonnés pour faire la promotion de leurs œuvres, en lançant par exemple des challenges, des choses comme ça, et puis au fur et à mesure, on partage, et les gens même commencent à faire votre publicité sans... Multi-support. On a l'ordinateur de bureau, on a le laptop, on a les tablettes, on a les smartphones, et selon les chiffres en Côte d'Ivoire, en grande majorité, les populations se connectent sur Internet, vont sur Internet via le téléphone. Et donc, quand on fait les formations en journalisme web, on attire l'attention sur le style d'écriture. Parce qu'il faudrait que votre texte soit lisible, quel que soit le support. Quelqu'un dans le bateau-bus, il faut qu'il ait accès à l'information. S'il arrive au bureau, il faut qu'il ait accès à l'information. Mais si le texte est visible seulement que sur un écran, un grand écran d'ordinateur, et que lorsqu'on arrive sur le téléphone, il faut zoomer ou scroller longtemps, tu fais perdre du temps, tu fais perdre des datas, et la personne va aller chercher l'information ailleurs, dans un contexte où on a plusieurs sources d'informations. Il faut tenir compte du format. Et dans un contexte où on se connecte beaucoup plus via le téléphone, en souscrivant des passes de 1000 francs, 1500, 2500, même 200, quand vous avez une œuvre à diffuser, il faut réfléchir de sorte à ce que ça soit moins lourd sans altérer la qualité. Parce que si le gars peut écouter juste ta musique de 30 secondes, tu as fini ces datas, bon, c'est pas la peine. Donc ça, c'est une implication. Je ne sais pas s'il y a des peintres parmi vous, mais tout le monde il aurait été intéressant qu'eux partagent aussi leur expérience, vu que les tableaux sont conçus dans certaines dimensions. Si on doit faire, par exemple, un portfolio en ligne, comment est-ce qu'on travaille à adapter ça? J'ai dit c'est un partage d'expérience, interagissons. Okay, merci public. Rodé Guivé. Je signe Guivé Marie pour mes toiles. Je suis artiste peintre. Effectivement, vous dites plus fort. Ok. Effectivement, au niveau de la publicité de nos œuvres d'art, quand tu veux aller les mettre sur les supports, le téléphone et tout ça, il faut pouvoir prendre des images à forme réduite. J'explique. On devait aller exposer à l'extérieur et nous, on a pris les images avec nos portables. Et là-bas, les ordinateurs ont refoulé nos images. Donc, ils nous ont demandé plutôt de nous adresser à des professionnels pour leur balancer les images. Et là, il fallait partir voir des photographes qui avaient des appareils, je crois, de ce type-là, de ce genre-là, de millions, qui ont pris les images. On a dû mettre sur l'ordinateur, pas maintenant sur le téléphone, sur l'ordinateur pour leur envoyer. Par contre, au niveau local, quand on propose tout ce qui est exposition à faire, on vous dit, envoyez-nous les images par WhatsApp. Et là, partout où tu te trouves,
Tu prends ton portable, tu photographies l'image, tu fais que ça soit bien cadré, tu balances, ça passe. Et c'est à partir de cette méthode-là également que tu peux faire passer tes images à d'autres personnes qui, comme vous l'avez dit, qui vont beaucoup sur le net à partir du portable. Voilà. J'ai bien aimé la contribution. Oui, vous voulez réagir? Okay. Ça rejoint ce que Maury disait tout à l'heure, le cas Kassiri. Mais ici, ce que je retiens, c'est que même quand on vous demande enfin, une image par WhatsApp, moi je pense qu'il ne s'agit pas de faire la photo avec le téléphone, c'est de faire la photo par peut-être un bon professionnel comme Banus ici présent. Il vous fait la photo, il peut la redimensionner comme il se doit, et puis vous envoyez par WhatsApp ou autre chose. Parce que, avec, je parle sous le contrôle de Banus, il est arrivé, qui est photographe. Banus, le problème, c'est Emmanuel demandait aux peintres et autres comment ils font pour convertir leurs images et tout, parce que c'est des grands tableaux. Et le monsieur a dit qu'ils ont fait partie par... Ils ont pris des photos avec des téléphones qui ont été refoulés. Mais ici, au niveau local, ils arrivent à le faire avec leur téléphone et puis à envoyer. Mais je t'ai en train de dire que c'est surtout le problème de la qualité avec l'appareil photo, où le téléphone, c'est différent. Ben, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, c'est vrai que les appareils photo, même les téléphones portables, certains ont une résolution beaucoup plus élevée. Mais à la base de tout, c'est que parfois on achète des téléphones, mais on ne prend pas le temps d'en connaître les potentialités. Même avec un téléphone portable, il y a des caractéristiques à l'intérieur pour, entre parenthèses, programmer le type de fichier que vous voulez. Parce qu'à la base, d'abord, que ce soit un appareil professionnel, c'est-à-dire pour être terre à terre, les réflexes 24-36, c'est-à-dire les gros boîtiers avec des objectifs changeables, il y a des caractéristiques qui peuvent permettre à la base, n'est-ce pas, de choisir le type de qualité de fichier ou de résolution à la base. C'est-à-dire que lorsque vous avez un équipement en tant que professionnel, selon la commande, selon la finalité et l'utilisation à venir de la photographie, les données sont déjà prédéterminées. Vous pouvez par contre, si vous avez un appareil que les résolutions sont très élevées pour les futurs utilisateurs, si vous voulez, vous pouvez réduire la résolution en fonction, parce qu'il y a des utilisations, par exemple, des journaux classiques qui n'ont pas besoin peut-être de haute résolution, mais quand vous rentrez par exemple dans des utilisations publicitaires, sur des cartes de 3 mètres sur, je ne sais pas, 6 mètres, tout ça, ça obéit à des exigences. Donc c'est une question à la base de connaissances. À la suite de cela, j'ajoute par exemple, ce qui est intéressant, ce sont les optiques. Les optiques, par exemple, sur le plan professionnel, ça peut changer toute la définition, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle les pixels, au niveau de ce que nous on appelle des piquets, la netteté extrême. Ça, les petits carreaux qu'on voit. Justement, ça c'est la pixelisation, parce que à la base, toutes ces connaissances-là sont nécessaires. Mais c'est justement les raisons pour lesquelles il faut faire parfois recours à un spécialiste pour que, au vu au su des résultats que vous voulez, vous puissiez atteindre ces objectifs-là. Parce que les travaux peuvent être rejetés parce que la prise de vue sur le plan de la conceptualisation peut être bonne, n'est-ce pas? Mais l'utilisation au niveau de la qualité technique peut être refoulée. Mais c'est des éléments qu'il faut prendre en compte consciemment. Et si vous n'avez pas peut-être les moyens, aujourd'hui avec aussi les réseaux sociaux, avec Internet, vous pouvez prendre, n'est-ce pas, des informations pour en quelque sorte rattraper cela. Mais il est toujours bon, moi je conseille, de faire appel, de se faire, n'est-ce pas, ne serait-ce que manager, et puis de se faire accompagner par un professionnel. Parce que, je reviens là-dessus, ce n'est pas des dépenses, mais c'est plutôt des investissements. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous donner la parole. J'ai bien aimé l'intervention sur la photographie, parce que tout à l'heure, j'avais entendu un débat, une discussion là-dessus.
Et la première chose que je veux partager pour rassurer les photographes, Internet ne détruit pas votre métier. Parce que là, on vient de voir qu'il y a une nécessité de travailler avec vous. Peut-être qu'on n'aura plus besoin de vous pour les photos de famille, mais on aura besoin de vous dans d'autres contextes. Donc, il faut aussi s'adapter à l'évolution des choses. Maintenant, je passe sous votre contrôle. Il est préférable de partir des grandes résolutions pour réduire, plutôt que de partir des petites résolutions pour après. Parce que là, ça va facilement voilà. Ah, ok. Je rappelle encore, le rappel étant pédagogique, maintenu. Passe à l'atelier, on va gérer ça. T'inquiète, mon frère. Merci beaucoup. Je pense que ce thème est très important parce qu'on a parlé d'abord de l'art. De l'art, on a même dit que l'art, c'est qu'on s'inspire. Même quand on s'inspire, l'art, il est individuel. Je n'ai pas voulu parler au début, mais l'art est individuel. C'est là où on voit l'identité artistique. Ce n'est pas la même chose, même si on s'inspire, mais il y a une identité artistique. Quand je crée des vêtements, il y a une identité que l'autre n'aura jamais. Et c'est ça le créateur, en fait. Sinon, on est des interprètes, sinon, voilà. Je ferme d'abord cette parenthèse, peut-être qu'on y reviendra. Le vrai problème, moi, je pense que c'est qu'on pense que quand on a un appareil photo super, on devient photographe. C'est ça le vrai danger qui se passe aujourd'hui. Parce que tout le monde devient professionnel. On voit sur Internet des pasteurs qui ne sont pas pasteurs. On voit sur Internet des influenceurs qui ne sont pas influenceurs. Tout est mélangé. Donc, il faut mettre à la place qu'il faut l'homme qu'il faut. Je pense que ça va beaucoup nous aider. Étant artiste, quand il s'agit de chanter, si je suis chanteur, je chante. Quand il s'agit de l'image, je vais voir un photographe, même si c'est le numérique, il y a des professionnels aussi dans le numérique, parce qu'on essaie un peu de voir, il y a dans certains domaines, on donne déjà des orientations. De ces orientations, on sait qu'on n'est pas qualifié, on va voir le photographe. Et quand il s'agira, par exemple, de l'orientation vestimentaire, on va voir le créateur des mots, le styliste. Quand on parlera de ceci, on va voir celui qui est dans le domaine, même dans le make-up et ainsi de suite. Je crois qu'on va vraiment bien y aller. Parce que c'est ça le vrai danger de l'Internet ou bien du numérique, c'est qu'on pense que comme c'est à la portée de tous, on va l'utiliser bêtement ou bien on va l'utiliser de manière non professionnelle. Voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup pour cette contribution assez intéressante. Première chose, avoir un outil, même si l'outil est professionnel, ne fait pas de vous un professionnel. Voilà. Parce que lui, il est photographe professionnel, mais je suis sûr qu'il y a des moments où il préfère faire certaines photos avec son téléphone. Je me trompe? Mais c'est parce qu'il a cette capacité à apprécier selon son objectif et tout. Et puis il dit, bon, je fais ça avec le téléphone, ça sera meilleur. Ça ne veut pas dire que si moi, je viens dans la même situation et je fais avec mon téléphone, ça va donner le même résultat que lui. Mais ce que j'aimerais ajouter, il faut accepter qu'avec Internet, vous êtes dans un monde de compétition, à une dimension internationale, avec des gens de votre rang, mais avec des gens qui ne sont pas de votre rang, avec des gens qui n'ont pas reçu votre formation, mais qui peut-être ont eu une idée, ont profité des avantages que donne Internet et ont commencé à avoir de la visibilité. Il y a pas mal de personnes qui ont émergé de la sorte, qui n'étaient pas humoristes, qui n'étaient pas à la base chanteurs, qui n'étaient pas chroniqueurs, mais à cause d'Internet, aujourd'hui, sont sur le même terrain de compétition avec les professionnels du secteur. Mais c'est un peu comme le débat qu'on a souvent, on forme les gens à l'ISTC, etc. Et puis sur les plateaux télé, on voit d'autres personnes.
On peut l'appliquer à vous qui êtes peut-être créateur de mode, qui êtes peut-être artiste, etc. Mais non, on a bossé à l'INSAC, on a appris ceci, on a appris cela, et c'est d'autres types de personnes qui viennent. Acceptez déjà que vous êtes sur un terrain de compétition. Et sur le terrain de la compétition, ce n'est pas vos diplômes, ce n'est pas votre centre de formation. La CAN vient de finir. On n'a jamais demandé à Sébastien Haller où est-ce qu'il a été formé. On n'a pas demandé à, comment il s'appelle, à Dengra où il a été formé. Faye Messe et consorts. C'est la qualité du travail, c'est le résultat qui a fait la différence. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. En même temps, parce que vous savez que vous êtes sur un terrain de compétition, vous devez aussi revoir votre approche. Tout à l'heure, quand on prenait le cas de la photographie, on a dit quoi? Bon, peut-être que les photos de famille, quand on est à la maison, peut-être que vous n'allez plus les faire, peut-être. Et que vous allez vous spécialiser sur un certain type de photos. Peut-être même que vous allez commencer à faire le conseil. Vous n'allez même plus faire les clics. Vous allez commencer à faire le conseil. Mais si vous restez enfermé, ça ne va pas vous aider. Quand on prend le débat sur l'animation, sur les plateaux télé, etc., j'enseigne dans 2 écoles de communication. On ne forme pas en animation. On ne forme pas en animation. On forme en journalisme. Présentateur télé, etc. Mais gens venir animer, etc., c'est un talent que des gens ont. Et puis arrivent à le faire valoriser. Mais Internet leur donne aujourd'hui la possibilité de valoriser ce talent-là à une échelle internationale. Mais maintenant, là où le problème va venir, je vais arriver là-dessus après ces slides-là, c'est le contenu. Qu'est-ce que la personne dit? Qu'est-ce que la personne dit? Quelle valeur la personne met en avant? Etc. Et quel discours la personne est capable de faire sur ce qu'il fait. Vous, en tant que spécialiste, en tant que professionnel, vous êtes logiquement, vous devez être capable d'associer un discours spécifique à chaque chose que vous faites. C'est différent de celui qui va se lever là comme ça, et puis après, bon, il se démène un peu. Donc, ça va demander une certaine qualité, un certain professionnalisme dans ce que vous faites. Petit exemple, il y a beaucoup de gens qui parlent sur Internet, mais quand il était question d'inviter des célébrités pour la cérémonie de tirage au sort, ou bien même pour faire des ambassadeurs de la CAN, on ne les a pas tous vus là-bas. Hein. Au point où ils ont commencé à grogner. Quand tu fais le bouffon, on laisse tu seras dans les endroits de bouffon. Mais quand c'est les choses de qualité, on cherchera des gens de qualité. C'est comme ça. Donc, je vais m'appuyer sur ce que l'intervenant précédent disait. Il faut nourrir votre branding, qui fait que quand on vous voit, on vous associe à certaines choses. Ce à quoi on vous associe là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça apporte une valeur ajoutée? Mais n'oubliez pas que vous êtes en compétition avec tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui, grâce à Internet, qui ont des entreprises de mode, mais à la base, n'ont aucune compétence en stylisme. Vers la fin, on commençait à travailler avec des stylistes. J'en connais, parce qu'une de mes études a porté sur le blog, qui ont essayé d'être des journalistes citoyens, des journalistes de quartier. Mais après, ils se sont rendus compte que le métier, ce n'est pas juste ça. Hein. Il faut aller se former pour revenir. Le monde du cloud. L'exemple de notre frère peintre est très intéressant parce que j'imagine si tu dois te promener avec tes tableaux partout ou bien même avec les photos partout et qu'un jour il y a une opportunité qui saute là, on dit ah, on a besoin d'une de tes œuvres. C'est maintenant que tu vas chercher à aller scanner, courir ça et là. Et pourtant, avec Internet, on peut sauvegarder des documents en ligne dans un espace immatériel. Voilà, le cloud, aller dans les nuages. Donc vous avez Google Drive, vous avez Dropbox, etc., etc. iCloud, vous sauvegardez dans les nuages. Quand on vous demande net,
Il n'y a même pas besoin de trop se fatiguer même. On se connecte rapidement, on partage. Ça fait un gain de temps, ça fait immédiateté. Et puis, je trouve même que c'est plus professionnel quand des organisateurs vous demandent des œuvres et vous réagissez vite. Quand on doit vous relancer une fois, 2 fois, 3 fois, on a l'impression que c'est nous qui sommes dans le besoin, alors que c'est vous qu'on veut mettre en avant. Donc, le cloud, c'est cette capacité à pouvoir sauvegarder des documents dans un espace virtuel qui fait que quel que soit le type d'appareil, à partir d'un même compte, vous pouvez y accéder, que ce soit via votre téléphone, que ce soit via votre ordinateur, etc. Des gadgets pour travailler. Ça, je pense que c'est un point important. Il y a quelques jours de cela, je regardais une vidéo d'un gars qui disait comme ça: vous les étudiants en filière industrielle qui payez certaines personnes pour rédiger vos mémoires ou vos rapports de stage, vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous avez été formés dans des écoles où il n'y a même pas le minimum en termes d'équipement. Ça vous coûte quoi, votre argent de paye du week-end là, de mettre un peu de côté pour commencer à acheter, voilà, votre propre matériel pour vous former? Tu veux être un arrangeur. C'est bon, avant même d'arriver sur arrangeur. Quand j'échange avec certaines personnes, puis on parle de l'importance de l'anglais, ils me disent non, quand je vais aller au Ghana, comme là-bas c'est un environnement anglophone, je vais savoir parler. Ok. Ok. Tu as la possibilité déjà ici. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu sais quand est-ce que tu iras au Ghana? Ça encore, ça reste un supposé. Ce n'est pas, comment on dit, ce n'est pas encore sûr. Mais commence avec ce qui est là. Tu veux être, c'est pas moi, un arrangeur. Va sur Internet, regarder des cours sur YouTube. Télécharge, peut-être, c'est pas moi, FL Studio, commence à bricoler, etc. Ne serait-ce que pour commencer à avoir la main. Avec peut-être 200 000 francs, on peut avoir des outils, des appareils, je ne dirais pas super sophistiqués, mais qui peuvent nous permettre de nous entraîner à la maison. Ne serait-ce même qu'à acheter une tablette graphique avec un stylet et puis commencer à dessiner. Mais toi, toujours, tu vas te promener avec les blocs-notes partout. Après, on te demande quelque chose. Non, hey, ça c'est dans le bloc-notes de... Aller fouiller dans les archives maintenant. Non, on a des gadgets pour travailler. J'ai mis en place un studio mobile avec combien? 150 000 francs. J'ai pu acheter une carte son, télécharger quelques logiciels, mon ordinateur, 2 micros. Ça me permet de faire des podcasts. Je ne dis pas ça pour encourager à choisir ce qui est bas de gamme. Mais je veux dire, en même temps, n'attendons pas pour commencer. Avec ce qui est là, commençons. Ça nous permet d'être déjà dans le bain. Et quand on veut, quand par exemple tu compétis à quelque chose, et puis on te demande ce que tu sais faire, tu ne vas pas nous faire sortir un CV de l'INSAC. Tu vas nous montrer une production que tu as déjà eu à faire. On a vu quelqu'un qui se faisait passer pour un DJ. Un autre qui se faisait passer pour un animateur. Mais quelqu'un comme ça, il y a plus de chances à lui trouver une bourse de perfectionnement dans le domaine que quelqu'un qui n'a encore rien commencé. Mais il a commencé avec quoi? Avec des outils qui sont à portée. Avec le même téléphone, vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez vous photographier, vous pouvez vous filmer, vous pouvez monter. Donc, l'argument selon lequel, quand je vais avoir plus d'argent, ou bien quand je vais acheter tel équipement, franchement, ça ne tient pas la route. Effectivement, Emmanuel, je parle sous le contrôle du doyen Mané. Vous avez un Zoom là. J'ai vu que vous avez un Zoom là. Un enregistreur numérique.
Alors, en 2015, avec Claudie, on a fait un magazine à Abidjan, juste avec son Zoom, sur lequel on avait pu brancher 3 micros. Et puis bon, le studio, là, tranquille, ça s'est fait. Sans vraiment déplacer toute la logistique de RFI à Abidjan, mais dans un petit coin, là, un Zoom, 3 micros, effectivement, juste pour dire que cette problématique du matériel, là, c'est un faux problème. On peut le contourner avec les moyens du bord, je pense. Juste pour conforter votre point de vue, voilà. Non, Internet nous emmène dans une logique de dématérialisation. Quand je suis rentré, que j'ai vu la table derrière, j'étais content. On n'a pas envoyé un mini-bus, un mini-van, juste pour assurer la retransmission en direct. Le ATEM Mini Pro, là, c'est 400 000, non? C'est ça, non? Déjà, avec ça, on peut brancher 4 caméras. Le logiciel, là, c'est OBS Studio, non? Ça, vous avez téléchargé ça gratuitement. Ben, la table derrière, personne ne répond. Il n'est pas là, l'opérateur? Oui, oui. Non, c'est pas secret dehors. C'est avec moi, mais j'ai ça. Non, s'il vous plaît. C'est-à-dire, l'appareil, il fait 400 000, c'est ça? Autour de 400 000, lui. C'est ça, non? On peut dire que c'est un mélangeur. Et puis, on met 4 caméras dessus. Le logiciel, vous l'avez téléchargé gratuitement. Voilà. C'est ça, il admet, c'est ça. Il est d'accord avec vous. Faut pas. Je ne suis pas en train de, comment dire, de réduire, de minimiser votre travail. Parce qu'après tout, comme l'autre a dit, il y a ce que vous-même vous avez dans la tête. Parce que vous pouvez avoir du matériel à porter. J'ai lu récemment, il y a un gars, il s'est acheté les ingrédients, mais c'est préparé, là, il ne s'est pas fait. Emmanuel, on a vu en même temps aussi, en son temps, un grand frère qui est arrivé des États-Unis avec un matos pas possible. Ça n'a jamais donné de résultat. Il ne savait pas l'utiliser lui-même, les autres ne savaient pas l'utiliser. Dans le quartier, il y a un gars qui avait un matériel nettement moins onéreux que celui du grand frère, mais qui faisait des choses formidables. On a dit que c'était de la sorcellerie. Donc vous voyez, on a du matériel pour travailler. Et il y a un certain type d'équipement même dans votre sac à dos, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. J'ai mon appareil qui me permet de faire les podcasts là. Si je veux par exemple, si je suis en train de parler, que je veux que les gens applaudissent, j'appuie juste un bouton, vous entendez des bruits de personnes qui applaudissent. Si vous êtes ailleurs, vous allez penser que je suis dans un studio avec une foule. Donc tout ça, Internet facilite. Vous n'aurez plus besoin de dire non, on va poster telle chose, on va envoyer ça par... Oh, je ne vais pas faire la publicité. Mais on va envoyer ça par une agence qui va envoyer le fichier de là à là, etc. Vous avez des outils pour pouvoir partager des gros fichiers. 8 transferts, grosfichier.com, Suisse transfert, etc., etc. On ne va pas dire non, quand je vais arriver à Abidjan, là, je vais t'envoyer. Ça, là, c'est fini. D'où tu es, là, si tu as un peu d'Internet, là, il faut envoyer le travail. Alors, donc là, c'est une petite synthèse. Bon, j'aurais dû prendre une meilleure couleur. Convergence des médias, multimédia, canal de diffusion, immédiateté, instantanéité. Influence des médias sociaux en termes d'interactivité, canal de conversation. Mobilité, oui, parce que multi-support, dématérialisation. Économie de l'attention, il y a une surabondance d'informations. Et puis, les gens sont attentifs à tous vos faits et gestes. Je ne sais pas si vous connaissez le concept la VAR, pas dans le milieu du football, mais dans le milieu du numérique. Vous avez déjà entendu parler? Voilà. Donc, en fait... L'exemple le plus récent, c'est... Bon, vous m'excuserez. C'est qu'on fasse un retour sur les propos du président de la FIF. Hein, c'était une VAR assez désastreuse pour lui, mais bon, on n'y pouvait rien. Voilà. Non, moi j'ai fait sortir la vidéo là même le jour. Il est compétent et meilleur que tous ceux dont vous parlez. En fait, la VAR, c'est faire ressortir ce que vous aviez eu à dire ou à faire par le passé et confronter ça à la réalité présente. Donc c'est pourquoi aussi il faut faire attention. Comme il se dit,
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc c'est vrai qu'on est dans l'immédiateté, etc., mais prends le temps. Parce que même après, tu peux corriger, hein, mais tu ne sais pas entre le temps de publication et le temps de correction, combien de personnes ont fait une capture d'écran et qui ont gardé ça au chaud quelque part. Il y a un gars sur Twitter, il est très fort là-dedans. Il fait sortir des discours des hommes politiques qu'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis maintenant, comme par exemple on dit les effets d'annonce là, sera disponible en 2024. Il fait sortir un précédent effet d'annonce où on avait dit que ça allait être disponible en 2022. Donc, il y a des gens qui font ça. Donc, il faut s'y attendre. Est-ce qu'après tout ce qu'on a eu à partager, vous avez quelque chose que vous... Est-ce que vous voulez vous exprimer sur quelque chose? Ceux du milieu de l'arrière... Apparemment, l'assistance aujourd'hui n'est pas très chaude. Ou bien c'est moi qui ne suis pas... Non. Je fais le constat même pour le premier intervenant, on n'est pas trop chaud. Alors, c'est tellement bien dit qu'ils comprennent déjà tout. Mais même quand on comprend tout, il y a toujours un petit quelque chose qui reste. Ça peut être une question, ça peut être une contribution ou un partage d'expérience. Quelqu'un voudrait intervenir? Banus? D'accord. Moi, c'est juste une contribution. Je n'ai pas entendu parler, par exemple, de ce qu'on appelle chez nous les portfolios. Oui. Et puis, je crois, les pressbooks, pour certains. L'importance, je ne sais pas, je vais peut-être vous laisser agrémenter ça, mais une chose est sûre, c'est que avoir conscience d'avoir un portfolio, c'est-à-dire que c'est un catalogue avec, c'est un peu un CV visuel, n'est-ce pas, ou sonore de l'artiste. Mais le concevoir a des exigences. Le concevoir aussi, c'est montrer ce qu'on est capable de faire ou à qui on veut avoir aussi affaire en tant que client, probablement. Donc, savoir comment réaliser, en tout cas, moi étant photographe, comment avoir à contacter un photographe pour vous faire un portfolio ou un CV pour quelqu'un qui est spécialisé en biographie. Ça, c'est des éléments aussi qui vont dans le sens du branding, puisque lorsque vous voulez vous vendre, vous mettre à votre meilleur état, il faut vraiment mettre tous les éléments, en tout cas en exergue, pour que vous voyez un portfolio ou une biographie ou un portefeuille qui vaut la peine. Parce qu'il y a la possibilité, par exemple, lorsqu'on lance un appel à candidature, par exemple, qu'on demande, par exemple, votre portfolio. Et même le portfolio peut être logé sur votre site internet ou même votre page Facebook ou votre Instagram, par exemple. Mais en tout cas, sélectionnez les meilleurs travaux, de développer votre démarche, votre concept, en tout cas. Et comme il a dit, le discours qui va avec. Donc c'est très important sur le plan qualitatif de tenir compte de ça. Donc je vais le laisser s'il peut agrémenter aussi en ce qui concerne les portfolios ou les biographies et tout ce qui peut synthétiser et mettre en évidence la compétence et la qualité d'un individu qui travaille dans le secteur des arts et de la culture. Ça marche, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre avant que je... Ok. Alors, j'ai dit qu'on est dans un univers qui est assez compétitif à une échelle internationale, à une échelle mondiale. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous fréquentez quelqu'un, mais vous ne savez pas qu'il est une star dans un autre pays. Et un bon jour, vous découvrez son visage sur une chaîne de télé. Là. Attends, mais c'est pas le gars qui entraîne au quartier là. Parce que justement, il a su se vendre, utiliser Internet pour se vendre. Une histoire vraie, début des années 2000 ou 2006 par là, il y avait un site web d'information en ligne, Avenue 225, qui n'existe plus. Le projet, c'était que des personnes de différentes localités
soient formés à l'écriture journalistique et que, partant de leur localité, ils puissent écrire des articles qui racontent en fait la vie de leur localité. Et il y a un gars qui a écrit un article sur le centre de santé de Bokanda. Est-ce que les Baoulés sont là? Sur le centre de santé de Bokanda. On a quelqu'un de Bokanda, la dame est de Bokanda. L'article a été publié. Il y a une ONG en Italie qui est venue aider en griffe à la réhabilitation de ce centre de santé-là en envoyant du matériel. Vous pouvez vérifier si vous retournez à Bokanda. Non, si vous retournez à Bokanda, vérifiez. Vous confirmez? Il y a longtemps qu'elle est allée à Bokanda. Ok. Mais bon, il y a le monsieur qui a confirmé. Vous avez confirmé? Vous avez vu? D'accord. Avec vos yeux, vous avez vu? Avec vos pieds? avec tout son être. Et vous avez vu avec vos yeux? Super. Donc, c'est un exemple pour montrer à quel point ce qu'on laisse sur Internet peut faire du bien comme aussi peut nuire, parce qu'on a de mauvais exemples. Donc, pour revenir sur la question du portfolio, là, je vais vous montrer une image. Oh là. Ben, Emmanuel, pendant que vous cherchez, je voudrais juste dire qu'il y a quelques années, une petite anecdote, on a dû faire un reportage dans le parc de la Comoué avec un certain monsieur qui s'appelait Barnus. 3 ou 4 jours dans le parc, dans le centre de recherche du professeur Linsenmer et une Allemande qui était là, Boutros. Elle me dit, mais ce monsieur-là, il est photographe ou bien il est fou? Je dis, apparemment, c'est les deux. Parce qu'on le voit plonger dans la boue, couché, en train de faire des photos. J'avais jamais vu un photographe faire des photos de la sorte. Et ces photos-là ont valu leur pesant d'or en Allemagne, je vous assure. Ça a été très apprécié. Mais moi, je n'avais jamais vu quelqu'un, un professionnel photographe, travailler comme ça, tout boueux, incroyable. Je connais aussi un exemple d'une personne qui n'est pas photographe à la base, mais qui a une passion pour la photographie. Une fois par mois, il part quelque part dans un coin, il fait des photos, il avait une page Facebook sur laquelle il publiait. Il y a une de ses photos, UNICEF, je dis UNICEF, l'a contacté. Ils disent, ils veulent cette photo-là, c'est quoi son prix? Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le panorama des médias sociaux. Bon, ça, il ne m'a pas dit. C'est resté un E. En fait, la photo, c'était des enfants d'un village qui jouaient dans un marigot. Mais quand vous voyez l'expression du visage des enfants qui sont en train de jouer dans le marigot, franchement... ça inspire la joie ou la tristesse? Non, la joie. La joie. De se baigner dans la un joie marigot. d'un milieu rural qu'on considérera comme pauvre, mais vous voyez des gens qui sont gays. Je vous assure, Emmanuel, se baigner dans un marigot, il n'y a rien de plus gai. On dirait qu'il a déjà eu à faire ça. Donc ça, c'est le panorama des médias sociaux. Vous voyez, on a Facebook, LinkedIn, YouTube et consorts. C'est un chercheur du nom de Fred Cavassa qui chaque année fait une sorte d'actualisation. Et donc, lui, il catégorise en 6 niveaux: réseautage, publication, partage, messagerie, discussion, collaboration. Pourquoi je montre ça? Parce que quel que soit votre domaine, il y a un réseau sur lequel vous devez être absolument. Facebook, oui, c'est, comment on va dire, général, la caisse de résonance sociale, c'est
Excusez-moi. Mais LinkedIn, par exemple, des gens qui travaillent, qui cherchent des opportunités, qui n'ont pas une présence sur LinkedIn, un réseau qui permet vraiment de se vendre, de pouvoir connecter des professionnels. Vous êtes JRI, journaliste reporter d'images. Vous n'avez pas de chaîne YouTube. Pour voir vos reportages là, on doit faire gel honneur. On te demande, mais quel reportage tu as déjà eu à faire? Tu dis non, le CD là, c'est à la RTI. Et pourtant, tu dois avoir une chaîne YouTube. Tu es artiste, chanteur. Tes clips, on ne peut pas voir. Il faut aller aux archives ou bien au musée. Il y a problème. Et puis, en fait, tu limites même ta visibilité, l'audience. Combien de personnes vont aller là-bas? En temps ici, de partout dans le monde, des gens viendront regarder. Nos créateurs de mode, vous avez Pinterest, que les femmes utilisent beaucoup, souvent sans savoir, pour aller regarder. Où ça? Badoo, bon ça c'est les sites de rencontres. Ah d'accord, Badoo. Et consorts. D'accord. Pour ceux même qui sont dans le domaine de l'animation radio, journalisme radio et consorts, vous avez SoundCloud. Les musiciens, les méchants de Cocody là, c'est Spotify, Deezer et consorts qu'ils utilisent pour déjà mettre en avant leur première production. Et ça, quand tu veux partager, c'est juste un lien, un petit clic. Bon, Dailymotion, Beyoncé, ceux qui sont dans la création graphique, infographie et consorts. Est-ce qu'il y a un infographiste? Vous connaissez Beyoncé? Vous pouvez nous dire quelque chose dessus? Bon, on va les écouter. Comme ça, on va être concentré. Vous pouvez dire quelque chose dessus? Bonjour à tous. Moi, je suis Parfait Yen Devala. Je suis brand designer. Effectivement, comme il a dit tout à l'heure, Beyoncé, c'est la plateforme des graphistes, des designers, voilà, qui permet de déposer nos créations, tous les travaux qu'on a à faire pour des clients. Voilà. Ça permet en tout cas de se vendre, voilà, comme il a dit. C'est comme Dribble, Beyoncé. Il y a pas mal de plateformes comme ça, voilà, qui permettent de vendre ces travaux en ligne, tout et tout. Merci. Merci beaucoup. Oui. Oui, c'est protégé. Ouais, c'est protégé. Mais je suppose que vous signez vos œuvres avant de mettre. C'est concernant le Telegram. Bon, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre un peu le fonctionnement. Ça c'est à quoi en fait? Telegram, si tu veux, c'est comme WhatsApp. Mais certaines communautés préfèrent utiliser parce que on ne peut pas voir ton numéro de téléphone, contrairement à WhatsApp. Voilà. Et puis, il y a une certaine, comment on va dire, sécurité et confidentialité concernant les données à caractère personnel. Tu vois. WhatsApp, on voit ton numéro de téléphone. Mais sur Telegram, ce n'est pas le cas. Avec Telegram aussi, on peut partager un certain type de fichiers lourds, bon, d'une certaine capacité. Je suis dans une communauté qui préfère utiliser Telegram. Donc, bon, moi, je suis obligé de me fondre dans la masse. Mais ce que je voulais dire, il faudrait que vous réfléchissiez par rapport à votre secteur d'activité. Quelle est la plateforme sur laquelle vous devez être pour vous positionner, pour renforcer votre visibilité, mais aussi mettre en avant vos créations.
quand on va dans